Bien entendu, la grande entrevue. Ici Stéphane Bureau. Aujourd'hui, je reçois l'ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard. Lucien Bouchard, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Pouvez-vous imaginer que ça me faisait ce matin, en me levant, un petit feeling, une émotion? Il y a très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble. Et on a eu de belles aventures quand vous étiez en politique. On a assisté ensemble à quelques beaux moments de votre vie. J'étais content de reprendre la conversation. Moi aussi. C'est à ça que j'ai pensé. Moi aussi, en me levant ce matin, là, je vais être interrogé pendant 2 heures par Stéphane Bureau. Comment ça va se passer, tout ça? Pourquoi je fais ça, moi? Pourquoi, à la fin? Oui. Je l'ai fait beaucoup dans des circonstances où j'étais contraint par mes fonctions. Alors, donc, ça se fait d'une façon tout à fait dégagée. Hein? Moi, en tout cas, dans une attitude très dégagée. Je pense pas que ça soit contraint par rien. Sinon, peut-être, c'est mon souhait. C'est d'ailleurs comme ça, vous n'aimerez pas tout de suite que je fasse un parallèle semblable, mais c'est comme ça que j'avais convaincu M. Parizeau de me parler le jour du référendum. Je lui avais dit, écoutez, il faut laisser des traces pour l'histoire. Les bilans, c'est pas nécessairement mauvais de les faire. Je suis certain qu'il y a encore de beaux chapitres à écrire, mais je me disais que c'était peut-être l'occasion de revenir sur des chapitres importants de notre histoire collective. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous êtes né à Saint-Cœur-de-Marie, au Lac-Saint-Jean, le 22 décembre 1938. Vous êtes le fils de Philippe Bouchard et d'Alice Simard. On ne se trompe pas. On ne se trompe pas. On est bon. Vous avez étudié le droit à l'Université Laval. D'abord les sciences sociales, avant le droit. Est-ce qu'il est vrai, puis c'est vraiment une micro-parenthèse, que vous êtes allé en médecine 2 jours? C'est vrai. 2 jours? Et encore, pas 2 jours complets. Donc, vous aviez un destin de médecin qui s'est vite... J'avais choisi la médecine, mais il faut dire que dans un contexte où j'étais un peu tardif pour faire mes choix, parce que j'avais la vocation sacerdotale, en tout cas, on me l'avait imputé. Et c'est seulement que, quelque part en philo 2, durant l'année, que j'ai décidé que non. Donc, je n'avais pas consacré beaucoup de temps à m'orienter. Donc, oui, je suis en médecine, mais ça ne fait pas honneur à la pédagogie de l'enseignement de la médecine à l'époque, parce que la première journée, ils nous ont introduits dans la salle de dissection avec des cadavres qui flottaient dans le formol. Première journée, ça allait. Deuxième journée, je me dis non, moi, je suis pas... non. Pas pour moi. C'était peut-être une manière aussi de s'assurer des vocations. Mais pour tester. Hein. Oui. On va les éprouver tout de suite. Mais moi, j'aurais voulu être médecin. Il y a un côté humaniste, à tout le moins humanitaire, en tout cas dans la carrière, dans la profession médicale. Et j'avais beaucoup lu dans les mois précédents sur la médecine, qui est au fronton de la science, de l'art et de la compassion. Et j'étais attiré par la médecine. Je pense que j'aurais fait un bon médecin, mais pas pour travailler dans les autopsies. Peut-être que c'était une manière, effectivement, de faire une sélection rapide. Donc, vous choisissez finalement le droit. Vous étudiez à l'Université Laval. Vous êtes avocat à Chicoutimi jusqu'en 1985. Vous avez plusieurs mandats importants. Vous êtes le représentant, entre autres, du gouvernement du Québec dans les négociations collectives des secteurs publics et parapublics. Oui, à l'époque des grands fronts communs, là, j'ai été 2 fois porte-parole à la table centrale, donc responsable des négociations auprès du gouvernement. Avec en face de vous quelques centaines de milliers d'employés qui renégociaient. Oui, absolument. Du monde à la messe. Ouais. Vous avez été ambassadeur du Canada en France, et ça, je sais que vous avez aimé ça. Ça a été un vrai beau job. Oui, c'était à peu près la plus belle fonction que j'ai exercée. Partie de la tâche, c'est de plaire à tout le monde. Vous savez ce que ça peut être. Mais vous êtes en train de vous révéler profondément dans ce que vous dites. Quoi? Parce que vous étiez habile à plaire à tout le monde. C'est une des attributions. Du rôle d'ambassadeur? Oui, mais des politiciens. Des politiciens qui ne vont pas établir de liens, sinon d'affection, du moins de liens conviviaux avec la population, qui est capable de dialoguer. Ça ne va pas loin, parce que c'est un prérequis. Que d'être capable d'engager un dialogue avec la population, de le faire sans après, autant que possible. Pas dans la langue de bois. Jamais mentir. Ça ne veut pas forcément signifier tout dire.
Mais, j'apprécie la nuance. Oui. On peut ne pas tout dire sans mentir. Exact. Exactement. Je termine rapidement parce qu'on a 2 heures pour raconter cette vie formidable et on en prend la mesure. 90, année lourde de conséquences. C'est l'accord du lac Meach qui s'écroule devant vos yeux. C'est le début de votre deuxième carrière politique parce que vous aviez d'abord été élu comme député du Parti conservateur aux côtés de M. Mulroney, votre camarade que vous aviez rencontré à l'Université Laval. Là, vous croisez les bras à ce moment-ci précis. Est-ce que je dois lire quelque chose, Lucien Bouchard? Bien là, on n'est pas à la télévision. Alors, à la télévision, j'aurais pas croisé les droits à la télévision. On n'est pas à la télévision. Non, mais je me dis peut-être qu'il y a quelque chose ici qui commence à se corser. C'est l'aventure politique. J'écoute, là. Et la formation du Bloc québécois qui mènera au référendum. Et éventuellement, parce que M. Parizeau, lui, ne restera pas après le référendum, vous serez désigné premier ministre le 29 janvier 1996. Vous le serez jusqu'en 2001. Et depuis, vous avez une pratique d'avocat. Et je fais l'économie peut-être... Élu en 98. Élu en 98. Ouais. J'allais dire que je fais peut-être l'économie de l'essentiel. Vous êtes aussi un père de famille. Oui. Et j'ai envie de commencer là. Parce que quand vous avez quitté comme premier ministre, il y a un moment où vous avez vraiment de l'émotion. C'est quand vous parlez de votre famille. Oui. Les années nous sont comptées et j'ai une jeune famille. D'autant plus précieuse que m'est venue sur le tard. Audrey a donné plus que je ne pourrai jamais lui rendre. Je veux aussi vivre pleinement cette aventure merveilleuse de l'éducation de garçons de 11 ans et de 9 ans. Alexandre et Simon ont besoin de moi, et moi j'ai besoin de les retrouver tous, et de leur consacrer désormais le meilleur de mes énergies et de mon temps. Merci. Est-ce que vous vous souvenez bien de ce jour du discours? Oui. Oui. Quand j'ai justement quitté mes fonctions, j'ai énoncé 3 motifs de ma décision. Ça, c'était un motif fondamental. Vous venez de l'évoquer. Il y avait aussi que j'étais devenu plus ou moins capable de continuer de présider le Parti québécois. C'était des partis bras de fer. Entre vous et le parti? Et le parti, pas le caucus, mais je suis toujours bien entendu avec les députés, les ministres. Mais je ne me suis pas entendu avec les instances. On me l'a souvent reproché. Il y a des gens très près de moi en qui j'ai confiance et qui m'ont souvent dit vous n'avez pas vous n'avez pas respecté les règles d'un chef de parti. Un chef de parti, c'est disponible pour les membres, ça les appelle, ça établit des liens étroits. On me donnait l'exemple, par exemple, de M. Bourassa, qui, lui, en général, l'avant-midi, passait son temps à appeler les barons, les piliers, les militants du parti. Comment ça va, Antoine? Comment va ta femme? Et puis, des liens, disons, personnels. Mais moi, ça, je le faisais pas. Moi, je rentrais à mon bureau de bonne heure le matin, puis d'ailleurs, je couchais à mon bureau, il faut dire. J'allais vous dire que c'était pas compliqué pour faire la distance. Puis je travaillais, puis je brassais les dossiers, puis je jouais mon rôle de gestionnaire. Le premier ministre, c'était un gestionnaire de mon équipe, gestionnaire des dossiers, etc. Diriez-vous bon père de famille, comme le dit M. Legault pendant la crise de la pandémie, vous l'avez à gérer comme un bon père de famille? Avec la population, je pense que c'était la façon dont je me comportais avec la population. Mais avec le parti, mais surtout ce qu'on appelle les instances du parti, c'est un parti qui est assez dur, le Parti québécois, avec ses chefs, il faut le voir. Regardez comment se sont terminées toutes les carrières de chefs du Parti québécois. Bon. Et puis, bon, ça, c'était une autre raison. Puis la troisième raison, c'était qu'on allait nulle part du côté de la souveraineté. Je voyais bien que les échos que je pouvais éveiller dans la population par les discours enflammés de 91, 10, jusqu'à l'élection de 93, je voyais bien que ça n'avait pas la même résonance, que la population
s'éloignait de tout ça, qu'il y avait une fatigue constitutionnelle, si on peut dire. Vous dites, je reconnais que mes efforts pour relancer rapidement le débat sur la question nationale sont restés vains. Ce sont vos mots au jour de votre départ. Oui. Il n'a donc pas été possible d'engager une démarche référendaire à l'intérieur de l'échéancier rapproché que nous aurions souhaité. Êtes-vous un homme déçu à ce moment-là? Déçu de l'échec, déçu de l'échec, des efforts déployés pour réaliser l'objectif principal, qui était la souveraineté du Québec. C'est sûr que j'étais déçu. Tu n'es pas déçu des Québécois. Les Québécois ont le droit de décider ce qu'ils veulent. Non, mais il doit y avoir un moment dans une vie où, quand vous êtes à la manœuvre, vous avez les mains sur les manettes en 96, 17, 18, Oui. où vous dites, c'est peut-être mon destin, là. C'est peut-être moi qui va livrer la souveraineté. Oui, je l'ai plus pensé en 95, 93, 14, 95 surtout. C'est surtout là que je l'ai pensé. Je l'ai pensé beaucoup durant la campagne référendaire. Une campagne qu'on était censé gagner. Les derniers sondages, les derniers coups de sonde qui ont été lancés avant le scrutin nous donnaient la victoire à 52-53 %. Et c'était la même chose du côté des fédéralistes qui me l'ont confié après. Ils voyaient la même chose, c'est Oui, clair. ils voyaient la même d'ailleurs chose. peut-être pour ça qu'ils ont, jusqu'à la dernière minute, déployé tous les Ils moyens, sont battus, y compris le grand rassemblement du oui. Mais si j'ai choisi de commencer avec cet extrait de votre discours, le ton et votre émotion, puis ce sera peut-être le prétexte pour parler de votre enfance, me donne la certitude que vous êtes un peu en berne aussi de ce rendez-vous avec votre famille. D'abord, que vous en mon mariage est en danger. On sait, quand on vit en couple, on sait. Ça a été une des grandes choses de ma vie, que ce mariage-là. Heureusement, j'ai refait ma vie depuis, mais à l'époque, c'était le cas. Et je trouvais que c'était très important pour moi de retourner dans ma maison, de m'occuper de mon mariage, de mes enfants, qui étaient élevés à distance, qui avaient besoin de moi. Je les voyais les rares heures où je me présentais à la maison en fin de semaine. Je voyais le comportement des enfants. Les enfants, Ça dit tout, hein? Ben oui, quand on arrive, ils nous boudent, ils ne veulent pas nous voir. Ils font semblant qu'ils sont... Bon, tu nous as abandonnés, donc on ne te reconnaît plus. Vous étiez boudé par les enfants? On ne te reconnaît plus. En tout cas, pendant quelques heures, c'est le cas. Puis là, à un moment donné, évidemment, ça revient. Puis là, au moment où ça revient très fort, très intense, on repart. Bon. Alors, j'en étais au point de travailler sur les devoirs et l'apprentissage des leçons de Québec. J'ai interrompu des conseils des ministres. Vous faisiez du télétravail avant même que ça existe. J'ai interrompu des conseils des ministres pour aller répondre à des questions de mathématiques d'Alexandre. Et je me souviens qu'un jour, la question était très embêtante. Alors, j'avais fait sortir Jacques Léonard du conseil, parce que Jacques Léonard, c'est une tête de scientifique. Puis on avait résolu le problème ensemble avec Alexandre au téléphone. On faisait des choses comme ça. Hein. Ça fait mal quand on est loin des enfants. Puis moi, les enfants, je les ai eus tard. Les enfants. Les vouliez-vous, impérativement? Toute ma vie, j'ai voulu avoir des enfants. J'en ai voulu beaucoup. Moi, j'aurais été un père de tribu. En d'autres circonstances, mais à une autre époque, sans doute. Vous auriez eu 4-5 enfants? Un paquet d'enfants. Puis mon activité principale, ça aurait été de travailler à leur éducation, à leur formation. C'est ce que j'ai fait autant que j'ai pu avec mes deux fils, en tout cas. Puis j'ai pu le faire, là. Quand j'ai quitté la politique, mais j'ai fait beaucoup ça avec les enfants. C'est Michel Vastel qui, dans un des nombreux papiers, fort utiles pour moi aujourd'hui, consacrés à votre vie, à votre parcours, il y avait certainement quelque chose qui vous a lié à lui, parce qu'il vous a souvent assez bien interprété, dit de vos enfants qu'ils crachent le dépit à chaque fois qu'ils entendent le mot référendum. Parce que c'est comme s'ils étaient en compétition continuelle entre leur père et le rendez-vous politique. Est-ce que vous comprenez ce que dit Vastel et ce que peut-être vos enfants sentaient? Oui. Ils n'aimaient pas la politique. Sans doute, y avait-il là un reflet de l'attitude de leur mère aussi, à l'endroit de la politique. Hein? Est-ce que ce sont des Américains, en passant, vos enfants? Oui, ils sont Américains, ils ont des passeports américains. Et oui, ils ont un côté américain. Il y en a un qui l'est plus que l'autre. Il y en a un qui est plus tempérament américain, californien et tout. Ils sont attachés à Montréal, attachés au Québec. Ils connaissent bien le Québec. Ils ont fait leurs études en français ici.
Ils ont fait l'université à McGill, mais toutes leurs études ont été faites dans les écoles francophones. Donc, ils ont beaucoup d'amis à Montréal. Quand ils reviennent, ils sont contents de les revoir. Ils font des gros parties avec leurs amis. Quand ils reviennent, parce qu'ils vivent tous les deux à l'étranger. Ils sont à l'étranger. Il y en a un qui est à New York, puis l'autre est à Londres. Auriez-vous voulu, qu'ils fassent leur vie au Québec? Ben, moi, je voulais, et leur mère aussi, qu'ils prennent leur envol. Qu'ils puissent quitter le nid, puis s'envoler, puis suivre leur propre parcours, aller étudier à l'étranger, c'est ce qu'ils ont fait. Mais de revenir. Mais ça ne se passe pas comme ça. Hein? Non, pas toujours, effectivement. Non, alors ils sont pas revenus en termes professionnels. Mais vous disiez, ils sont un peu comme leur mère, ils n'aimaient pas la politique parce qu'évidemment, leur père était marié un peu à la politique. Il y a un peu de ça. Oui, la politique leur a volé leur père pendant plusieurs années. Ça me donne envie de retourner dans votre enfance à vous, parce que finalement, je sais assez peu de choses sur votre enfance. Vous avez dit quelque chose sur ces quelques années précieuses, de vos parents en particulier. Vous aviez une mère extraordinairement exigeante. Oui. Oui, c'est un couple, évidemment, nos parents. Ils étaient différents. Ils se retrouvaient dans une détermination à nous envoyer aux études. Ils voulaient pour vous le meilleur, enfants. Ils voulaient pour eux ce qu'ils n'avaient jamais pu avoir eux-mêmes. Ils étaient très exigeants. Leur mère très disciplinaire au maximum. Tellement, je la cite, quand elle voit vos bulletins, quand elle constate vos succès, cette mère vous dit, parce qu'elle est exigeante comme vous le dites vous-même, c'est normal, on n'est pas des innocents tout de même, et c'est ce qu'elle vous sert et ce qu'elle sert à tous les enfants qui réussissent. Donc, il n'y a pas de félicitations à faire. Honnêtement, non. Non. Il n'y avait pas de penchement. En tout cas, pas beaucoup chez ma mère. Mon père était plus affectueux, était plus émotif, je dirais. Comme vous? Ouais. Bon, on est toujours un mélange de ses parents. Mais, ouais. Je me retrouve parfois dans le souvenir que j'ai de votre père? Oui, oui. Mais est-ce que vous étiez, les enfants, près des parents? Oui, très. Famille soudée. Soudée, comme c'est pas possible. Parce que je me souviens, moi, d'un coup de sang que vous avez beaucoup plus tard dans votre vie. C'est quand on laisse entendre que votre père aurait peut-être été un alcoolique. Ouais, c'était le pire coup que j'ai eu en politique. Ma sœur, mes frères et moi, notre père, on l'adorait. On en avait pitié de le voir travailler comme il travaillait, comme un chien. C'était un camionneur? Tout le temps. Il était camionneur, travaillait jour et nuit. Il prenait jamais de vacances. Il est allé une fois en vacances aux États-Unis, à Boston, voir jouer Maurice Richard contre les Bruins de Boston, une finale. Ça, c'était sa vacance? C'était sa vacance, son voyage, oui. Il travaillait fort, mais puis en même temps, mon père, c'était un artiste. Il n'était pas fait pour le travail dur. Il chantait magnifiquement bien, il avait une belle voix. Il était un artiste, mon père. Donc, d'une sensibilité extrême. Il était ami avec tout le monde, les gens l'adoraient. C'était un homme très, très, très agréable. Il avait le contact très facile avec tout le monde. Il était très généreux. Il n'y avait aucun égoïsme chez lui. Et donc, de le voir traîner dans la boue 40 ans, 50 ans plus tard? Oui, plusieurs années après sa mort. Plusieurs années après sa mort. Un journal de Montréal qui n'a jamais voulu, bien sûr, révéler ses sources. Il aurait fallu prendre une action. Il aurait fallu poursuivre. Mais poursuivre pourquoi? Le témoin principal, ça aurait été ma mère. Elle avait déjà 85 ans. C'était, alors, bon... Mais la politique nous amène parfois à subir des coups comme ça. Ouais. Mais la politique, vous savez, les coups qu'on nous porte à soi, on les accepte. Parfois, il y a des coups bas qu'on n'accepte pas, mais c'est normal qu'on se frappe en politique. Mais frapper des parents qui sont morts, frapper mon père, qui a été pour moi une des grandes inspirations de ma vie, à qui je pense tous les jours encore. Tous les jours? Ah oui, je pense toujours à mon père, à mes parents, tout. C'est sûr. Mais Alice Simard, elle était comment? Ma mère, elle aurait pu diriger General Motors, par exemple. Tu sais? D'abord, ma mère était instruite pour l'époque. Elle était professeure? Non, mais elle avait une 12e année. Ah, je pensais qu'elle avait enseigné, moi. Non, elle avait une 12e année et elle écrivait le français sans faute. D'ailleurs, jeune fille, elle avait remporté des concours de français. Et elle était très exigeante aux études. Elle avait 2 frères qui étaient prêtres.
Et dans sa famille également, la poursuite de l'éducation était importante pour ceux des fils qu'on pouvait détacher de la famille, parce que dans une des grandes familles de l'époque, il n'était pas question d'envoyer les 8 fils. J'avais 8 oncles du côté de ma mère, j'en avais autant du côté de mon père. Il n'était pas question d'envoyer ces garçons-là aux grandes études, là. Mais ma mère, c'est une personne d'une intelligence incroyable, caustique, toujours le mot. C'est elle qui donne au clan cette impulsion, cette curiosité, cet appétit d'apprendre? Mon père aussi. Oui. Mais mon père n'avait fait qu'une 4e année dans les écoles de rang. Vous savez ce que c'était, les écoles de rang? Ben oui. Il y avait tout le monde ensemble dans le même local. Comme Émilie Première, Bordelot, deuxième, troisième, là, 4e année, tout le monde ensemble. Au bout de 4 ans, ils sortaient. c'était les filles de Caleb. La série, c'était Ouais. exactement ça. Mon père, c'est ça. Il savait à peine signer son nom. Mais c'est un homme mon père, intelligent. Enfin, on ne peut pas parler de ça, là. Pourquoi vous ne pouvez pas parler de ça? Mais on avait des parents, on admirait nos parents, ou en même temps qu'on en avait pitié, puis on les aimait, mais on les admirait aussi. Vous avez déjà eu pitié de vos parents? Oui. 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 On n'a jamais eu de manger de misère, comme on dit. On n'a jamais eu de misère, là. Mais tu sais, c'était extrêmement modeste, on ne voyait pas d'argent. Nous autres, on était 4 fils, on n'a jamais eu de vélo à nous, là. Tu sais? On nous a acheté un vélo, un vieux vélo, à un moment donné, tordu. Mais il n'y avait pas le moyen, puis on n'en voulait pas à personne. On n'avait pas le moyen. Vous savez, à l'époque, il faut penser qu'il n'y avait pas de crédit de disponible. Tout devait se payer comptant. Quelqu'un comme mon père ne pouvait pas l'acheter une maison avec une hypothèque. Il fallait qu'il paye, là. Autrement, il dit, bon... Mais vous réussissez tous pas pire, quand même. C'est donc dire que l'organisatrice qui aurait pu diriger General Motors, elle savait ce qu'elle faisait. Ouais. Est-ce que ça vous a distingué? Parce que je reviens à une autre déclaration. Vous n'avez pas souvent parlé de votre enfance, mais vous disiez avoir été malmené, intimidé. C'est les mots qu'on emploie aujourd'hui. Que même au cours classique, les gars, chez vous, vous étiez les tapettes du cours classique. Oui. Parce que différent. On était différents, c'est sûr. Dans une ville comme... Jonquière est une ville, comme on disait à l'époque, ouvrière. Ça a été longtemps une ville dortoir dans le sens que, là, on va insulter les gens de Jonquière de parler comme ça, mais c'est que les gens travaillaient à l'Alcan, chez Price Brothers. Et puis, à l'époque, ils avaient subdivisé les municipalités pour que les assiettes fiscales aillent du côté de la compagnie, puis etc. Alors, Jonquière, ça, il n'y avait pas d'usine à Jonquière, il n'y avait pas d'assiette fiscale. C'est du pauvre monde qui vivait là, puis les ouvriers qui allaient travailler dans les usines, là. Alors, c'est une ville qui était assez tough, comme on disait à l'époque. Et nous autres, parfois, pour aller à l'école, il fallait se battre, là, littéralement. Il y avait des batailleurs à Jonquière. Il y avait des choses qui se réglaient dans le cours de récréation à coups de poing. C'était pas donc des concours oratoires? Non, c'est venu un peu plus tard au cours classique, les concours oratoires. Mais... Étiez-vous bagarreur? Non, on n'était pas des bagarreurs, mais on était assez athlétique, par exemple. On était en forme, on participait à des concours olympiques, c'est pas le mot, mais... Des courses, des levées de poids, on faisait du lever de poids, haltère. Mais se battre, non, c'était pas dans notre nature de se battre. Mais quand on se battait, on mangeait souvent des volées, sauf un de mes frères qui était assez bon. Mais... Dans les volées? Oui, il était meilleur que les autres. Pour les infliger aux autres. D'ailleurs, on avait remarqué qu'il était moins attaqué que nous. Mais donc, vous étiez marginaux parce que peut-être que... Il y avait un côté marginal, parce que le Collège classique de Jonquière a été fondé dans les années 50, dans un milieu qui n'en avait pas, qui n'avait aucune espèce d'école supérieure, de sorte que du jour au lendemain, il y avait un mélange là, un peu contrasté. Pour les jeunes qui faisaient de la cour classique, qui allaient apprendre des tirades de Cicéron, hein, puis qui étudiaient la langue grecque classique, c'est sûr que ça détonnait. Oui, c'est sûr. Avec la faune locale. Bien, normal. Dans votre cas, l'Université Laval, c'est l'apprentissage du droit, mais c'est aussi tout un réseau qui se tisse. Puis c'est presque très tôt la métaphore de votre vie. Encore une fois, Vastel, je trouve, a assez bien dit les choses. Il dit à l'Université Laval, il y tisse ce réseau d'amitié qui jalonnera sa carrière politique. Les Anglais du Parti conservateur, comme Mulroney et Michael Meighen, les Canadiens français du Parti libéral du Canada, André Ouellet, Pierre Debanné, et les Québécois qui deviendront ses compagnons d'armes dans les campagnes référendaires, Denis de Belleval, Pierre Marois, Jean Rochon. Il y a quelque chose qui se tisse à l'université. Oui, un moment très privilégié aussi. Je doute que ce phénomène-là soit reproduit très souvent au Québec dans nos universités.
Vous savez, c'était encore le cours classique, les séminaires. Et l'Université Laval, évidemment, coiffait tout l'est du Québec. La ligne passait à Trois-Rivières. Hein. Les finissants de Trois-Rivières jusque vers le nord, ils allaient étudier à Québec, à l'université. Les autres allaient étudier à Montréal. Jean Chrétien étudiait à Québec. Il était à Shawinigan. C'est la ligne de partage des La eaux, ligne de c'est partage était là. Alors, on se retrouvait donc des gens de région qui n'avaient à peu près pas sorti de leur région. On n'était pas habitués. Donc, on est arrivé à Québec, nous, les gens de région, dans des classes qui étaient divisées en deux. Il y avait les garçons de Québec et puis les garçons des régions. Alors, c'était classique, c'était la norme des Canadiens français, Québécois francophones. Sauf que, par un drôle de phénomène, en 60, quand je suis arrivé à l'Université Laval en droit, tout à coup, on s'est rendu compte que dans notre classe, il y avait une quinzaine d'anglophones de Montréal, dont l'un de Bécomo, mais on ne faisait pas de distinction. Alors, pourquoi? Alors, on a compris assez bien parce qu'on est devenus amis avec ces jeunes garçons-là, les Meehan, McLaren, Mulroney, Kilburn, des gens de famille fortunée, Peter White, de fortunés de Montréal. Est-ce que ça vous intimide un peu? Au début? Provincial que vous êtes? Oui, d'abord, on était intimidés d'arriver à Québec. On était des provinciaux, vraiment régionaux. Déjà, il y avait Québec, parce que Québec, il y avait la Haute-Ville, puis c'est quelque chose à Québec, la bourgeoisie de la ville de Québec, là. Et puis, en plus, il y a tous ces anglophones-là qui arrivent, dont il y avait tous l'air, d'ailleurs, à être fortunés, c'était évident. Et puis, la plupart parlaient un français excellent. Ils allaient étudier le français en France, en Suisse, dans les grandes écoles. Oui, on était intimidés au début. C'est certainement intimidé. Donc, mais la fusion s'est faite graduellement. Et donc, c'est ce qu'on appelle la classe Laval 63. C'est la classe qui a vu sa licence en droit en 63, qui est arrivée en 60. On a passé tous ces années ensemble. On était une soixantaine. On venait de partout, anglophones, francophones, fédéralistes, indépendantistes. Saviez-vous ce que vous étiez, vous? Les gens modestes, les gens riches. On était tous mêlés ensemble, là. Et puis, il y a une sorte d'osmose qui s'est produite là. On est restés encore très amis. Le cas de Brian Mulroney était différent parce que lui, était un anglophone, il était toujours bien habillé. On pensait qu'il était riche comme les autres de Montréal, mais non, on a vite découvert qu'il venait de Bécomo, que son père était un ouvrier comme les nôtres, puis il s'habillait bien parce qu'il mangeait moins. Il sauvait sur ses factures d'épicerie pour bien se fringuer. Peut-être que c'est un truc comme un autre. Hein? Oui. Non, ça, c'est assez extraordinaire ce qui est arrivé. On a compris d'ailleurs que les familles avisées, les anglophones de Montréal, dans le temps, dirigeaient le Canada, là. Hein? Et puis, les gens qui avaient l'argent puis les moyens de diriger le pays, là, c'était les anglophones de Montréal. Et il y a des familles plus avisées que les autres, là, à l'époque, qui ont compris que le Québec changeait, que les francophones montaient au créneau, et que si on voulait participer à la vie québécoise dans l'avenir, il ne fallait pas s'isoler à Westmount, il fallait envoyer nos enfants se mêler à la population locale, si on peut dire, et préparer les nouveaux Québécois et les nouveaux Canadiens qu'ils seraient. Vous étiez rédacteur en chef du Carabin? Oui, en arrivant à Laval, je me suis inscrit dans l'équipe du Carabin. Le Carabin, c'était le journal des étudiants de l'Université Laval, qui était publié toutes les semaines. Je suis devenu le rédacteur en chef du journal et Denis Belleval, le directeur. Et c'est comme ça qu'on a remporté le trophée Bracken du meilleur journal étudiant du Canada, un autre trophée. On avait un très bon journal, là. Et là-dedans, Pierre Debaney écrivait, Peter Kilburn, de Belleval, tous des gens que vous avez revus par la suite, là. Et qui vont effectivement marquer leur époque. Un biographe de M. Mulroney dit, à ce moment-là, je ne sais pas s'il y a un lien à faire avec le Carabin, mais Brian a une confiance aveugle en lui, et lui, c'est vous. Oui, on était de très grands amis. On était comme des frères. C'est ce qui explique la brutalité de la séparation qu'on a vécue plus tard, en politique. Plus on est prêt, plus ça fait mal, plus c'est dur. Oui, on était très amis. On était très amis. Oui, bien sûr qu'on était extrêmement amis. On se racontait tout. Je l'ai aidé à apprendre le français. Je vous ai tout à l'heure posé la question, est-ce que vous savez ce que vous êtes politiquement quand vous arrivez dans cet univers bigarré où il y a des fédéralistes, des nationalistes, parce que c'est un peu comme ça qu'on se présentait. Ouais. Je pense que l'indépendantisme était certainement pas encore beaucoup discuté en 1961-62. Mais est-ce que vous saviez si vous aviez une allégeance politique? Allégeance comme telle, non. À l'époque, les partis, c'était l'Union nationale et le Parti libéral. Quand je suis arrivé à Québec, moi, c'était ça, les partis. Il
les partis québécois. Bon, mais il y avait des mouvements, les mouvements indépendantistes, il y avait des écoles de pensée, mais c'était les partis. Or, la faculté de droit, surtout à l'époque, c'était un vase incandescent de vie de partis politiques. Il y avait les étudiants en droit qui étaient libéraux, ceux qui étaient Union nationale. Les uns allaient manger au Club de la Réforme, sur Grande Allée. C'était une très belle maison transformée en club. Bon, c'était pour les libéraux. Les autres, c'était la Renaissance, c'était l'Union nationale. Et puis parfois, on allait partout parce qu'il y avait de très bons repas qui étaient servis. Alors, on allait fréquenter pour rencontrer les politiciens. C'est donc par le ventre qu'on se trouve un destin politique. Le ventre, ça peut jouer un rôle aussi. Hein? Brian Mulroney nous avait amené Daphne Baker à l'Université Laval. Il était venu visiter la faculté de droit. On rencontrait Jean Lesage, on rencontrait René Lévesque dans les restaurants à l'Aquarium. On rencontrait, parce qu'on vivait dans le quartier latin. C'était avant que la faculté de droit se déménage en haut à Sainte-Foy. Donc, on vivait, nous autres, en bas de la petite côte Sainte-Famille, là, dans le Vieux-Québec. Et on était beaucoup d'étudiants, là. C'était fantastique. Il y avait une vie effervescente. C'était incroyable. Puis, on rencontrait les gérants de la joie, les ministres de M. Lévesque dans les restaurants, dans la rue. On allait, bien sûr, à l'Assemblée nationale. À l'époque, on l'appelait l'Assemblée législative, aux périodes de questions. Puis on allait voir tout le monde. Puis on allait voir les procès au palais de justice. Tous les grands procès de l'époque, on les fréquentait. Moi, j'ai vu Pierre Trudeau dans l'enquête sur l'affaire Coffin. Et je me souviens d'avoir vu Pierre-Éliott Trudeau assis à côté de Jacques Hébert, puis qui s'était fait rabrouer par le juge Dorion parce que Pierre-Éliott Trudeau, qui avait toujours été assez fantasque, s'était élevé, il voulait faire une déclaration. Le juge l'avait assis, c'est pas... Mais je me rappelle très bien, on a tout vu ça. On a vu le procès de l'affaire Dion, le prédateur criminel, le prédateur sexuel. On a vu ces procès-là. Nous, avec Jean Bienvenu. Puis j'ai vu plaider Noël Dorion. Puis on allait voir les grands plaideurs de l'époque. Alors, on a vécu une vie très intense. Puis en même temps, on était de différentes... Allégeance, c'est pas le mot, mais on se classifiait un peu dans les partis politiques. Là. Mais il y avait des gens qui étaient très libéraux. Reynold Langlois, que vous avez peut-être connu, le grand avocat, un de nos confrères qui est devenu un très grand avocat, qui est décédé il y a récemment, lui, il était libéral. Pierre Devaney a toujours été libéral. Bon, puis il y en a d'autres qui étaient un peu sur les lignes. Vous êtes un animal différent, Lucien Bouchard, parce que vous naviguez toujours entre deux eaux. Si je ne me trompe pas, si je me fie à votre autobiographie, vous signez votre carte du Parti québécois en 1972 aux côtés de Jacques Parizeau. Vous êtes approché par le PQ pour être candidat, mais vous êtes un conseiller informel de votre ami Mulroney, qui est évidemment fédéraliste, parce que ses ambitions sont à Ottawa, pas à Québec, et jamais vous ne choisissez vraiment votre camp. Est-ce que c'est sciemment? Est-ce que vous savez dans votre fort intérieur ce que vous voulez, ou vous ressemblez tellement aux Québécois qui, longtemps, sont un peu entre deux chaises? Bien, d'abord, je ne voulais pas faire de politique, ça c'est certain. Quand M. Bourassa a voulu me convaincre de devenir candidat libéral à Chicoutimi en 1970, non. Et puis après ça, c'est M. Lévesque en 1976, il m'avait fait venir à Montréal, on avait mangé ensemble, et puis bon. On pouvait résister à Lévesque? C'était difficile de résister à Lévesque. Et puis en 1984, j'ai résisté à Brian Mulroney. Donc moi, je n'étais pas un animal politique dans le sens que je voulais absolument faire de la politique active. Mais est-ce qu'il est possible, vous m'avez dit plus tôt quand on a commencé qu'il y a une volonté de plaire. Est-ce qu'il est possible de ne pas vouloir justement couper les ponts en choisissant un camp et de continuer à plaire à tout le monde? Pas vraiment ça, non. Non? Non, ça, je pense pas que ça a joué dans mon indécision. Je pense pas. D'abord, je souffrais de beaucoup d'insécurité, dans le sens que insécurité matérielle, je voulais gagner ma vie. Puis la politique, c'est vraiment... C'est le paupérisme systématique. Hein? C'est politique. Les gens pensent que les gens qui font la politique, qui sortent de là les poches pleines. Là. C'est pas vrai. Là. On a une classe politique qui ne s'enrichit pas à la politique. Je n'en connais pas, moi, des gens qui ont fait la politique qui sont enrichis. Mais entre être privé des meilleurs moyens pour gagner sa vie et être privé du pouvoir, qu'est-ce qui est le plus difficile après avoir goûté au pouvoir? Bon, c'est vrai qu'on n'emploie le mot « goûter au pouvoir », puis oui, c'est pas désagréable d'avoir du pouvoir. Mais quand on en a eu du pouvoir, on se rend compte que ça s'accompagne de quelque chose d'autre qui s'appelle la responsabilité. Mm-hmm. Une responsabilité aussi considérable que le pouvoir, à la mesure du pouvoir que vous pouviez exercer.
Et c'est compliqué parce qu'il y a un deuil, mais il y a un soulagement. C'est un poids, le pouvoir aussi. C'est un fardeau. Moi, je l'ai exercé dans des conditions très difficiles. J'étais chef d'un parti dont les dirigeants m'aimaient plus ou moins. Ils me toléraient parce que j'avais l'appui de la population. Donc, moins que J'avais plus. l'appui des militants. Quand on faisait des conseils nationaux, il y avait des résolutions. J'allais me battre au micro. J'allais les faire battre tout le temps. Mais c'était des votes serrés. Puis chaque fois, j'usais un peu mon pouvoir. C'était mon opposition, plus que le Parti libéral à la Chambre. N'anticipons pas, c'est intéressant, je vais prendre des notes pour la semaine prochaine, n'anticipons pas les années de pouvoir. Avant d'y arriver au pouvoir à Québec, il y a ce qu'on appelle le beau risque. 1984, votre ami, Mulroney, qui incarne ce beau risque. Quand êtes-vous convaincu qu'il y a quelque chose, assez à tout le moins, pour écrire un discours qui est passé à l'histoire? Bien, il faut se rappeler, je pense que je l'ai déjà raconté, que Brian Mulroney, mon ami, a assez mal pris le refus que je lui ai opposé quand il m'a demandé de me présenter à Chicoutimi sous la bannière des conservateurs. Il était déçu, en tout cas. Donc, il y avait peut-être quelques mois de silence. Bon. Et c'était en 83, je pense que c'est arrivé, ça. Et puis, en 84, la campagne commence, la campagne électorale, qui va se terminer par l'élection du 4 septembre. Mais dans les mois qui précèdent, là, on recommunique, et puis finalement, on me demande de donner du temps, même, on m'a donné 100% de mon temps pendant plusieurs semaines, à la rédaction des discours. Et on me demande de m'installer à Ottawa. Je me souviens qu'une bonne journée, Brian Mulroney me demande, il m'appelait de Vancouver, je me rappelle bien. Là, il dit, je m'en vais à Sept-Îles dans 2 semaines, je sais pas, quelque chose comme ça. Puis je voudrais faire un discours sur notre plateforme économique. Oui, avec qui je vais parler. Il me nomme des économistes à Montréal. Appelle-les, ils vont te donner un coup de main, tu vas les consulter. Puis j'en ai appelé 3, les 3 qui m'avaient mentionné, ils ont tous refusé. Parce qu'à ce moment-là, ils ne pensaient pas que les conservateurs allaient passer aux élections. Puis j'avais eu l'idée de faire un discours plutôt sur la situation nationale, les rapports entre le Québec et le gouvernement fédéral, plutôt que sur l'économie. Alors, j'avais dit ça à Brian Mulroney, écoute, l'économie, ça marche pas très bien. Un tel et un tel ont refusé de travailler avec nous. Puis j'ai eu une idée pour un discours sur comment dénouer la situation de blocage qu'il y avait entre le gouvernement fédéral et le Québec. Hein. On était au lendemain du rapatriement et tout. Bon. Ben, il dit, oui, essaye-toi. Alors là, j'ai rédigé ce qui est devenu le discours de Sept-Îles, qui, justement, faisait le point sur le climat qu'avaient créé les libéraux dans leurs affrontements avec le Québec, tout ce qu'ils avaient osé faire au Québec, étant assurés d'avoir quand même tous les députés libéraux élus au Québec. Ils en ont eu, je pense, 74 ou 75 à un moment donné. Ils avaient beau faire tout ce qu'ils voulaient, les coups de pied au Québec, tous les Québécois votaient pour eux quand même. Puis ça allait pas bien, c'était le lendemain là, des échecs terribles de M. Lévesque. Puis la Chaudière, la nuit des grands couteaux. Tu vois, on verra. C'est contesté aujourd'hui, mais il y a eu certainement une nuit, puis il y a eu des couteaux aussi. Là. Bon, alors, et moi, je fais un discours, je rappelle tout ça, puis j'attaque durement les libéraux, puis Pierre-Elliott Trudeau sur la situation qui a été créée, et qu'il fallait pas... dans l'intérêt même du Canada, ça ne peut pas continuer comme ça. Il fallait qu'il y ait un rapprochement qui se fasse, il fallait qu'il y ait des mains qui se tendent, il fallait que le gouvernement fédéral s'engage à convaincre le Québec de reconnaître la Constitution de 82 qui n'avait pas été reconnue, qui a été dénoncée par une résolution unanime de l'Assemblée nationale, qui est encore tenante. Ça n'a pas changé encore, ça. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui qui se rappelle que la Constitution canadienne a été rejetée par les instances démocratiques du Québec. Puis qu'on n'a pas voulu aller signer. Là, évidemment, on n'a toujours peur que quelqu'un aille signer, là. Mais il n'y a personne qui a osé relever cette situation. Alors moi, justement, dans le discours, je propose que M. Mulroney s'engage à convaincre l'Assemblée nationale et les Québécois de reconnaître la Constitution de 82 à la condition qu'on lui apporte des modifications qui vont restaurer la dignité au Québec, le sens de l'honneur, ces choses-là. Donc, j'ai introduit le concept de Meach, ce qui sont devenus les accords du lac Meach et de l'effort de l'accord du lac Meach.
Alors, il a prononcé le discours à cette île. Ça a été un coup de tonnerre. Ça a changé la tournure de la campagne électorale. Les gens ont bien vu qu'il y avait là un véritable renouveau et que ça faisait mal, cette question-là, puis qu'il fallait essayer de la régler une fois pour toutes. Alors, la question, je vous la pose brutalement et simplement. Si ça avait été adopté, seriez-vous un fédéraliste heureux aujourd'hui? Je suis un fédéraliste, c'est sûr. Un Canadien? Un Québécois. On reste des Québécois. On sera toujours des Québécois, là. Mais quand M. Mulroney a accepté d'introduire dans l'accord du Lac-Meech le concept de dualité, c'était énorme. Alors là, on revenait au fondement même d'une confédération qu'on acceptait. Et c'est sûr que si Meech avait été adopté, la situation aurait été complètement renversée. Il n'y aurait pas eu de référendum en 1995. Il n'y aurait pas eu de référendum, mais les changements auraient été énormes. Ceci étant dit, l'histoire a suivi son cours et le 22 juin 1990, vous savez ce que dit M. Bourassa parce que ces mots sont passés à l'histoire. Ce jour-là, le premier ministre québécois Robert Bourassa prononce le discours le plus émotif de sa carrière à l'Assemblée nationale à Québec. Jusqu'à 1985, on disait « What does Quebec want? » Nous avons exprimé clairement les demandes du Québec. Donc, depuis 1985, la question est « What does Canada want? » Le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. Quand vous entendez ces mots, qu'est-ce que ça a comme impact sur vous? Ça, c'est 90. 22 juin 1990. C'est pas mal moi, fini. J'ai un peu la réaction, j'ai beaucoup la réaction de M. Parizeau, qui, à ce moment-là, a traversé ou dans les journées qui ont suivi, a traversé le parquet de l'Assemblée nationale, a tendu la main à M. Bourassa et lui a dit qu'il allait l'appuyer dans cette politique nouvelle qu'il annonçait. Et tout ça s'est enchaîné rapidement parce que, dès après ça, M. Bourassa a entrepris des discussions avec M. Parizeau pour constituer ce qui est devenu la commission Bélanger-Campeau, où une quarantaine de décideurs de tous les horizons du Québec ont été conviés à s'asseoir autour d'une table pour essayer de déterminer la solution pour sortir de l'impasse où on se trouvait au lendemain du rejet de l'accord du Lac-Meech. J'avais démissionné. On commençait à faire des discours pour ce qui est devenu le Bloc québécois. On commençait à préparer la campagne référendaire de Gilles Duceppe dans Laurier-Sainte-Marie. Vous avez dit la campagne référendaire, c'est un beau lapsus de Gilles Duceppe. Pré-référendaire, mettons. Oui, exactement, campagne électorale dans un premier temps. Et là, justement, c'est le moment où je me promenais dans les montagnes de Charlevoix. Charlevoix, c'est là que je vais chaque fois que j'ai envie de me reposer. Quand je suis rentré au chalet, on m'a dit, M. Bourassa veut que vous le rappeliez. Alors, je l'ai rappelé, puis il m'a invité à Québec pour le lendemain. Viens me voir à Québec, on va jaser. Terre à Toureux, Robert Bourassa. Alors, je m'amène à Québec, au bunker. Et là, on me dit, M. Bourassa est en haut sur le toit. Vous savez qu'il adorait le soleil. Il l'a payé, d'ailleurs, très cher. Et il avait fait aménager sur le toit du bunker un endroit où il pouvait prendre le soleil, manger ses hot dogs, puis boire ses verres d'eau, ses verres de lait. Hein, ce qui était vrai, hein, c'est ça qu'il faisait. Là. Et il passait beaucoup de temps. Dès qu'il y avait du soleil, il était en haut. Fait que on m'amène en haut, je m'assois avec lui. Puis on jase très gentiment. Puis là, il fait allusion aux discussions qu'il entretenait à ce moment-là avec M. Parizeau pour constituer la composition de la commission Bélanger-Campeau, la détermination qui va être président. C'est des grosses négociations. Là. Bon. M. Parizeau se méfiait de M. Bourassa aussi. Et vous? Moins que M. Parizeau, je dirais. Puis j'étais plus naïf que M. Parizeau, parce qu'à la fin, c'est lui qui avait raison, M. Parizeau, là-dessus. Alors, il s'entendait plus ou moins, et M. Bourassa, il n'avait pas encore nommé personne dans la commission. On est sur le toit, il dit, bon, on va descendre à mon bureau, puis il dit, là, il me dit quelque chose sur la commission. J'arrive en bas, il y avait des journalistes qui avaient été convoqués, puis il annonce qu'il me nomme à la commission. Vous aviez été piégé. Je voulais la faire un pied de nez à Jacques Parizeau. Tu sais? Alors, oui, je me suis retrouvé le premier membre de la commission Bélanger-Campeau. Et puis là, elle s'est constituée, la commission, finalement, ils sont entendus. Puis c'était une grande expérience, ça. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là. En fait, on pourra en parler, mais vous court-circuitez un moment important de l'aventure.
c'est la traversée du Rubicon, parce que vous avez à traverser le Rubicon. La démission. Vous avez à changer de camp. Ouais. Puis je vous ai posé la même question au sujet de votre vie familiale. Dans le fond, c'est le prix personnel qu'on paie quand on fait de la politique. Et c'est clairement ressenti par votre ami, Mulroney. Puis je ne rentrerai pas dans l'intimité, mais quand il en parle encore, c'est une trahison pour lui, d'amitié aussi. Oui, trahison. Moi, j'essaie d'éviter les grands mots quand on parle de ça. D'ailleurs, lui-même ne dit pas trahison. Parce vous avez raison. Bon, mais je ne veux pas, mais je veux pas envenimer des relations qui se sont un peu rassérénées depuis. Puis, mais c'est un fait que ça a été une rupture qui a fait mal. En tout cas, moi, ça m'a fait mal aussi. Parce que c'est tout un milieu que je rejetais, à qui je disais pratiquement adieu. Notre classe 63, là, elle s'est divisée en deux là, à ce moment-là. Il y a des de mes amis intimes qui n'étaient pas d'accord du tout avec ce que j'ai fait, qui me l'ont reproché. Et je me suis trouvé en porte-à-faux. Je n'étais pas si près que ça, moi, des milieux nationalistes québécois. Je n'étais pas si près de ça, de M. Parizeau. Je n'étais pas si près que ça du Parti québécois. Je me suis retrouvé seul à Ottawa, moi, là, banni. Là. J'étais resté encore à la Chambre des communes. Là. Tu sais, la limousine était partie, les entourages, il n'y avait plus rien. Là. J'allais m'en aller à pied au Parlement, sous les regards très mécontents des gens qui me regardaient à Ottawa. Là. Et puis, j'étais tout seul en arrière des rideaux. Là, puis, bon, il y a des gens qui ont pensé qu'il y avait un plan. Rideau. Les gens ont pensé, parce que quand on ce qui est loin, c'est près des rideaux. Là. Aux communes. Aux communes. Et il y a des gens qui ont pensé, qui ont fait de grandes analyses pour prouver que j'avais monté un stratagème incroyable qui m'a conduit à la tête du gouvernement du Québec. Il n'y a rien de plus ridicule. Quand on connaît un peu la politique, on sait qu'on ne planifie pas grand-chose en politique. On ne planifie pas grand-chose. On est à la merci des événements. On passe son temps à s'adapter, à refaire sa stratégie. Parce qu'on ne peut pas faire des plans à long terme en politique. Il y a trop de variables. Bien, je vous dirais qu'on peut tellement pas en faire qu'il n'y a pas que la politique qui joue des tours. Vous êtes très rapidement le chef du Bloc québécois, un parti qui était initialement destiné à vivre une élection. On pourra revenir sur le destin du parti. Et dans votre cas, la plus grande des surprises, c'est la santé. En 1994, vous n'en avez pas souvent parlé, par pudeur. Non, mais dire que là, je frappe un nœud. C'était pas dans mon plan. Dans le plan machiavélique qu'on m'a prêté, c'était pas prévu. Quand vous rentrez à l'hôpital, avez-vous seulement idée de l'état dans lequel vous allez sortir? Êtes-vous inquiet? Est-ce que vous êtes troublé par ce qui se prépare? Ou vous êtes encore à vous dire que ce n'est que passager? Non, je savais bien que ce n'était pas passager. Je savais bien que ma vie allait changer. On n'est pas tout à fait de la même personne quand on était amputé d'une jambe. J'ai eu des moments pas beaucoup, mais j'ai eu des moments d'un peu de découragement. Et puis après ça, je me suis comme lancé un défi. Que non, ça ne m'arrêterait pas. Que non. J'irais même plus loin si je pouvais. C'est ça que je me suis dit. Rapidement, je l'ai perçu comme un défi. Puis en mettant des échéanciers, par exemple, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, là, j'en parle jamais, là. Mais j'ai dû subir une période de réadaptation, à l'Institut de réadaptation à Montréal. Et puis là, il y a des étapes, là. Vous savez, quand on sort, c'est compliqué, la réadaptation. Alors, je m'informais quel est le record là, pour arriver à telle étape? Il me disait, le record, c'est 5 jours. Alors là, je battais le record, c'est sûr, il fallait que je le batte. 4,5. Puis j'en ai fait tout le long comme ça, jusqu'à la fin. Puis là, à la fin, c'était pas tout à fait fini, c'était pas guéri, tout ça. Là, il y avait M. Clinton qui s'en venait à Ottawa, président américain qui venait faire une visite officielle à Ottawa. Puis moi, j'étais chef de l'opposition. J'avais le droit, moi, de demander de le rencontrer, chef de l'opposition. Dans le système parlementaire britannique, on présume, parfois, souvent avec raison, que le chef de l'opposition, c'est le prochain premier ministre. Donc, c'est normal qu'on l'associe à des activités de cette nature. Alors là, j'ai demandé à rencontrer le président américain. J'étais encore couché dans le lit à l'Institut, là. Puis les plaies pas refermées et tout. Enfin, bon, c'est des détails. Alors, je fais la demande, puis là, je reçois un coup de téléphone d'André Ouellette, confrère d'Atlas 63 à Laval, qui, à l'époque, est ministre dans le cabinet chrétien. Alors, André m'appelle, puis il dit, même si on était en opposition, on pouvait se parler quand même, nous autres. Là, hein? Il dit, Lucien, tu vas rencontrer le président américain? Il dit, oui.
Tu sais que ça ne fait pas vraiment notre affaire. Je dis, je sais, moi. Il me dit, oui, mais accepterais-tu qu'il y a un tiers présent, là, je Robin-Chais, que Raymond Chrétien, qui a été notre confrère à Québec, il n'était pas dans la même classe, mais il était à Québec avec nous, le neveu de Jean Chrétien, Raymond. Et qui vous avait un peu cicéronné aux affaires étrangères oui, absolument. Quand vous avez été fait ambassadeur. Exactement. Raymond Chrétien, c'est un très grand ambassadeur. C'est un grand diplomate canadien. Il a fait une grande carrière. Grande carrière. Alors finalement, j'ai rencontré le président Clinton, mais il y avait présent Raymond Chrétien, qui a pu faire son rapport. Mais je me souviens, et on terminera peut-être là-dessus aujourd'hui, le jour où vous êtes rentré aux communes, après l'opération, donc quelques semaines plus tard, on avait fait la route ensemble vers Ottawa. J'étais allé vous chercher au coin de Saint-Joseph et McKnight 2, où se trouvait votre petit appartement, parce que vous viviez pas richement, et où vous alliez retrouver vos collègues des communes, et vous avez été accueillis sous un tonnerre d'applaudissements. Est-ce que c'est un de ces moments où il y a comme une espèce de suspension des règles de l'animosité de la joute politique et où il se vit une émotion universelle? Je l'ai très bien senti, ça. Pour les partis d'Ottawa, on n'était pas un parti ordinaire. On était un parti qui militait pour la division du Canada, la sécession du Canada. Alors, puis nous, on est le parti qui, en plus, est l'opposition officielle. C'est inimaginable. Quand on se levait pour parler, on pouvait trancher le silence au couteau. Mais quand il est arrivé cet incident dont vous parlez, là, c'est quelque chose qui s'est passé tout à coup. Un ange qui est passé, on dirait. Il y avait des fleurs sur ma chaise. Je suis arrivé. Ils étaient tous debout. Ouais. Vous étiez ému ce soir-là, en ce que je m'en rappelle. Oui, bien écoutez, mais la politique, c'est une chose profondément humaine. Et on y trouve le pire et le meilleur. Mais il y a du meilleur aussi en politique. Je vous propose qu'on saute dans l'arène politique que vous avez fréquentée dans cette deuxième portion de votre vie politique à Québec, mais la semaine prochaine. C'est bien. Êtes-vous preneur? Un peu récalcitrant, mais preneur. C'est comme ça qu'on vous aime. Ouais.